Passer ses vacances au bord de la mer, sur le sable, les pieds en éventail. Le programme de rêve des 650 000 touristes qui s'installent chaque jour sur les plages de la Côte d'Azur. Et pour réussir vos vacances d'été, votre première dépense, mesdames, c'est souvent un maillot de bain. Quelques centimètres carrés de tissu tellement importants que vous êtes prêtes à y laisser des fortunes. Pas trop maille à l'abeille, les rayures comme ça? Non. Une ou deux pièces, le business est très rentable. Alors aujourd'hui, une nouvelle génération de créatrices utilise des méthodes de vente inédites. On n'oublie jamais le business. Une fois votre maillot enfilé, direction la plage privée. Pour vous donner l'impression d'être des VIP bichonnés, les plagistes déroulent un service sur mesure. Messieurs, dames, bonjour. Et ne lésinent pas sur les compliments. Ça va? Que bello, come vecchio. Des plages au service grand luxe et à la note, parfois salée. C'est entre 8 et 10 euros la bouteille d'eau. Transat, boissons, parasols, ces plagistes vendent tout car ils n'ont que quelques mois pour faire leur année. Pour un orangina, un oasis, 3 coca, un Sprite, 2 coca zéro. Un business avantageux, mais menacé par un nouveau décret. Partout en France, des plages privées installées là depuis des décennies sont détruites, sans ménagement. À la plage, pas de jeu sans jouets. Quand de drôles d'animaux gonflables colonisent le bord de mer, un autre loisir flottant envahit les lacs. Et fait fureur chez les adolescents. Pour les parents, c'est la nouvelle sensation forte des après-midi. Un drôle d'engin volant échappé d'un film à grand spectacle. Un sport nouveau, né dans l'imaginaire fou d'un Français et qui est en train de conquérir le monde. C'est l'invention qui a changé ma vie, complètement. Ça a été vraiment le départ de tout. Sur le sable ou en mer, plongez dans le business de ceux qui tentent de gagner leur vie pendant que vous vous prélassez. À Juan-les-Pins, pour trouver un maillot de bain, les baigneurs et les baigneuses ont l'embarras du choix. Une des premières dépenses de l'été, avant même d'être sur la plage, c'est l'achat d'un maillot de bain. Certains sont prêts à dépenser plusieurs centaines d'euros pour quelques centimètres de tissu seulement. Alors qu'est-ce qui justifie le prix d'un maillot de bain et quelles sont les techniques parfois surprenantes des marques pour vous les vendre? S'il y a bien des femmes exigeantes en matière de maillot de bain, ce sont les surfeuses. Leur figure en pleine mer ne pardonne pas une bretelle qui flanche. Pour partir à la rencontre de ces baigneuses de l'extrême, il faut quitter la Méditerranée et se rendre au paradis français du surf et des vagues, au Pays Basque. Ce dimanche-là, sur la plage de Senitz, une jeune femme joue les paparazzis. Dans son objectif, les stars du jour, les maillots de bain. Alors sur cette photo c'est intéressant parce qu'elle est vraiment sur la fin de sa vague. Je vais voir si le pli de sa culotte est replié, sur son haut de maillot de bain, si la bretelle a bougé, enfin des tout petits détails en fait que je vais pouvoir analyser au bureau. Anne-Sophie n'est pas photographe. Elle dirige une collection de maillots de bain pour l'enseigne Decathlon, un des plus gros vendeurs en Europe et surtout l'un de ceux qui vend le moins cher. Les maillots des surfeuses, Anne-Sophie ne se contente pas de les regarder de loin. Bonjour. Je vois que tu surfes en maillot de bain et ça m'intéresse. Est-ce que... Oui. T'as un peu froid? Ouais, ça va, t'inquiète, Ouais. on tient, moi. Bon. Anne-Sophie va leur poser des questions un peu inattendues. Est-ce que tu es satisfaite du maillot de bain que tu portes? J'aime bien ce maillot de bain, le problème c'est que dès que je sors et que j'attrape ma planche, j'ai le téton qui sort. Aïe, aïe, aïe. Ces sportives sont des clientes potentielles. Bonjour. Bonjour, ça s'est bien passé? C'est un peu dur, mais... Ouais. Alors à chaque fois, elles jouent les copines, T'as un très joli maillot de bain. tout en les filmant pour tout savoir sur leur maillot. C'est un zip à l'arrière, c'est ça? C'est un back zip? C'est un... Ah, c'est un nœud, d'accord. Très joli. Et souvent, l'interrogatoire devient un peu indiscret. Et la culotte, est-ce que tu peux me dire si elle a bougé? Tu peux me montrer ton dos? Il t'est rentré dans les fesses un peu ou... Non, juste doit des fois faire attention qu'il n'y ait pas un sein qui sort. Grâce à cette dizaine de rencontres, Anne-Sophie recueille de précieuses informations pour ses créations. Des maillots que toutes les femmes pourront trouver en rayon. Le lendemain, à Hendaye, dans les bureaux de l'enseigne.
C'est ici que cette grande marque met au point tous ses produits nautiques. Anne-Sophie a rendez-vous avec la styliste. Ça va, Anso ? Ouais, écoute, très bien. En plus, on n'a jamais fait ça. Élise dessine tous les maillots de la marque. J'aime bien. Hier, en tout cas, les surfeuses que j'ai interviewées, elles étaient unanimes. La tenue dans les vagues, c'est vraiment ce qu'elles recherchent. D'accord. Cette année, elles ont un objectif, créer un modèle qui manque à leur collection. Un maillot qui doit assurer un bon maintien pour des vacancières un peu sportives. Élise a dessiné une brassière avec un élastique très large sous la poitrine. Mais elle souhaite aussi ajouter une petite touche de féminité. Pour le rendre un peu plus sympa, je pensais mettre des découpes en tissu transparent. Donc j'ai quelque chose là en fait. J'avais trouvé ça. D'accord. Et ce serait sympa de faire sur le devant. Des empiècements, en ouais. fait, sur le devant de la brassière. En fait, j'aimerais bien avoir tout le dos transparent. Le creux du dos, comme ça, toutes ces en parties-là, tissu ajouré. Ouais. Ce tissu ajouré va être ajouté sur le dos et sur les côtés du maillot. On tient une bonne piste. Ouais, je pense. Mais en tout cas, ça vaut le coup de le monter pour faire quelques tests. D'accord. Anne-Sophie est séduite, mais avant de décider de le commercialiser, il faut d'abord réaliser un prototype. C'est le domaine de Marie-Christine. La reine du tissu depuis 9 ans. J'ai plus qu'à lancer la machine et ça va découper tout seul. La découpe suit au millimètre le modèle dessiné. Le but de Marie-Christine, rentabiliser au maximum son rouleau de tissu pour proposer un maillot pas cher en rayon. Or, sur ce modèle, elle va très vite se rendre compte qu'elle gâche beaucoup trop de matière. Je viens de me rendre compte qu'on a énormément de pertes au niveau de la matière, du composant. Sur ce maillot, ces 2 pièces, ce sont les bretelles. Sur le tissu, elles sont découpées en une seule fois. Du coup, toute cette matière, celle qui reste, est perdue. Le gâchis que l'on a en tissu. Marie-Christine va proposer une solution à Anne-Sophie pour faire des économies de tissu. Et là, on découperait comme ça, tu vois. Voilà, et après, cette partie. Ah oui, ça veut dire que tu vois, tu peux les emboîter. Ouais, tu peux carrément en mettre plein partout. Tu peux vachement emboîter tes Ouais, pièces, quoi. complètement. Sa solution, la voilà. Découper cette partie de la bretelle de l'autre côté du tissu. Ce morceau sera ensuite recousu lors du montage du maillot. Avec cette astuce, le maillot est enfin prêt. C'est l'heure du verdict. Waouh, Elle est super belle. elle est super belle. Super joli, hein. Ouais. Ouais, bravo. Hein. Grâce à son idée de découpe, Marie-Christine fait économiser 10 cm² de tissu par modèle. 10 cm² sur le maillot de bain qui sera en magasin, ça peut vite monter à 50 centimes d'euros. Donc, Une petite économie pour le client, mais surtout pour la marque qui va faire produire 20 000 de ces modèles. c'est une bonne nouvelle dans la mesure où on s'était fixé un prix à 17,99 €. Et cette astuce d'assemblage va nous permettre, a priori, de rester dans le prix qu'on s'est fixé dès le départ. La découpe est validée, mais Anne-Sophie veut désormais s'assurer qu'avec cette brassière, les clientes ne se retrouveront pas les seins à l'air. Et pour ça, c'est Aline, l'ingénieure de l'équipe, qui va jouer les cobayes. Ça y est, t'as mis la brassière? Ouais. Tu te sens bien dedans? Ouais. Ouais. On va démarrer le test alors. C'est parti. Le laboratoire, c'est cette piscine de 12 mètres de long dans la cour, au beau milieu des bureaux. Premier test, un saut dans la piscine. T'as mis la tasse? On montre un peu. Ouais. Pas bouger, bouge pas. L'élastique sous la poitrine s'est retourné. Alors je prends en fait le dos d'Aline parce que l'élastique est remonté comme ça. Donc il a bougé pendant la première étape du protocole. Donc là, pour le premier test, c'est un peu moyen. Non, c'est pas moyen parce qu'elle n'a pas les seins à l'air. Donc moi je suis très contente, c'était l'objectif principal. Vas-y Aline, fais tes petits sauts en extension. Les tests s'enchaînent. Jusqu'à l'épreuve ultime, celle qui ne pardonne rien. La poitrine collée face à un puissant jet d'eau. Oh
30 secondes. Voilà, tu viens me voir? Eh bien alors là, le test est réussi parce que c'est très violent, le contre-courant. Et en général, si le maillot passe cette étape, c'est-à-dire si les seins d'Aline sont restés dans le maillot, on peut considérer que ce maillot de bain a passé avec succès le protocole complet. Mais en même temps, Aline, elle n'a pas une très forte poitrine. Je suppose Tout à fait. que quand une testeuse a une plus forte poitrine, il y a plus de risques aussi que le maillot se décale. Alors pas forcément parce qu'en fait la poitrine va aussi maintenir le maillot en place. Donc on a forcément peut-être des résultats différents et c'est pour ça qu'on s'oblige à tester au minimum nos maillots de bain sur 12 testeuses avec des morphologies toutes différentes et des tailles de poitrine différentes. Après une douzaine de tests, en piscine, puis en pleine mer, la brassière sera validée. Cette enseigne de sport sort 4 nouveautés chaque année. Conçus à Hendaye, les maillots sont fabriqués en Tunisie. Ce modèle est vendu 17,99 €. 10 000 exemplaires se sont écoulés depuis le début de l'été. Les Françaises sont les championnes d'Europe du secteur du maillot de bain. 17 millions de pièces se sont vendues en 2015 dans l'Hexagone. Car le maillot de bain, c'est l'indispensable de l'été. Pour les hommes, le choix est assez simple. Slip ou short. Du côté des femmes, c'est une toute autre affaire. Il y a souvent 2 camps. Une pièce ou 2. Le noir ou la couleur. Avec ou sans le haut. Gommer les défauts, mettre en valeur les courbes, mais cacher l'essentiel. Quand on est une femme, trouver le maillot de bain idéal peut parfois demander un temps fou. À 30 minutes de Jouan-les-Pins, On va aller voir les maillots de bain. Maillot de bain, ça te dit? Ouais. Allez, c'est parti. Dina, Anne-Claire et Nadège partent en mission dans ce grand magasin. C'est entre copines qu'elles vont choisir leur maillot pour l'été, sans faire exploser leur budget, une centaine d'euros chacune. C'est là-bas les maillots de bain. De mars à octobre, le maillot est le roi du magasin. À lui seul, c'est 10% du chiffre d'affaires du rayon femmes. Au bout de 30 minutes de recherche intensive, les amis passent enfin en cabine. Avec Anne-Claire, la vendeuse n'a pas grand-chose à faire. Alors les copines, qu'est-ce que vous en pensez? Ah ouais. Oh, la couleur. À quoi vous faites attention quand vous achetez un maillot? Que la matière soit quand même bien confortable, que ça me... Que ça galbe un petit peu, Oui, c'est ça galbe un Je crois petit que tu peu me aussi. cherches ça dans la pièce. Nadège se décide également en un temps record. Ah super les Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Ah, franchement j'adore les couleurs. J'aime bien là le fait que ça remonte, ça te fait une belle poitrine. Ouais. C'est le Brésil là. Ah oui c'est clair. Allez vas-y montre-nous Dina. En revanche, pour Dina, les choses se compliquent. La poitrine là pour le coup, je suis pas convaincue. Qu'est-ce qui vous gêne dans le maillot? Moi j'aime bien la couleur mais je trouve que là ça me casse un peu la poitrine. Donc justement, au contraire. C'est pas trop maille à l'abeille les rayures comme ça? Non. Pas du tout. Non. Celui-là, c'est pas pour moi. Non. Par contre, il va bien avec mes boucles, non? On en prend un autre? Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est vraiment mignon. Par contre, je suis moins fan sur le côté nouette derrière parce que quand on s'allonge, c'est pas très agréable. Finalement, après 4 maillots essayés, la vendeuse est à court d'arguments. Parfait. C'est bien de le dire. C'est bien. Voilà, c'est à vous. Vous pouvez saisir votre code. Seules Anne-Claire et Nadège passent finalement à la caisse. Leur budget respecté, moins de 100 € chacune. Mesdames, c'était un plaisir. Merci. Passez un bon été. Merci beaucoup. Et à très bientôt dans d'autres magasins. Merci, au revoir mesdames, à bientôt. Dans ce magasin, entre mars et octobre, en moyenne 20 maillots sont vendus chaque jour. Le marché du maillot de bain, c'est 558 millions d'euros en 2016. 200 millions de plus qu'il y a 5 ans. Un secteur en pleine croissance où de petits créateurs sont en train de s'imposer à côté des grandes marques. Alors quelles sont leurs méthodes pour gagner de l'argent? Comment ont-ils réussi surtout à séduire une nouvelle clientèle? À 20 km de Jouan-les-Pins, dans les terres, bien loin des plages. Dans cette zone industrielle, le site Mon Petit Bikini s'est fait une place au soleil. Ses bureaux à la déco tendance, c'est le siège d'un site internet de vente de maillots. À sa tête, Audrey Liotto,
32 ans. Alors, est-ce qu'on a du stock dessus? Il me semble que j'ai prévu large, mais je crois qu'ils sont en rupture. Sur son site, 43 marques comme Banana Moon, Rip Curl ou encore Billabong. Au total, 3000 modèles et 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Sur ces maillots, Audrey réalise 50% de marge. Pour la jeune chef d'entreprise, ce n'est pas assez. Alors pour gagner plus, elle a décidé de créer sa propre collection. Pour ça, elle s'inspire des maillots les plus vendus sur son site. On voit que quand même là, les 3 premiers, c'est rouge et jaune. Oui. Donc à prendre en compte pour l'année prochaine. Sa collection, elle veut la vendre moins cher que les grandes marques de son site pour séduire des clientes au petit budget. Pour proposer des maillots abordables, tout se joue d'abord dans le choix de tissu. Donc cet imprimé-là, grosse tendance quand même des pastèques. Cet imprimé pastèque plaît par exemple beaucoup à Audrey. Et le prix au mètre? Mais Coralie, son bras droit, va la dissuader. Je pense que ça va être très cher, ouais. Malheureusement. 10 € le mètre, trop cher pour elle. Pour faire baisser le prix, sans renoncer à ses pastèques, la chef d'entreprise tente une solution. Le prix. Après, tu vois, si on le mixe avec un au noir et qu'il n'y a que, du coup, la culotte qui est dans le tissu et au noir imprimé, du coup, ça va faire baisser quand même le coût du maillot. Et disons qu'un ensemble, tout avec ce tissu-là imprimé, ça va être entre 60 et 70 €. Alors que du coup, si on met de l'uni dans l'ensemble, on va descendre à 40 €. Sur ce maillot à 40 €, le tissu et la fabrication représentent 20 €. Une marge trop faible pour Audrey et un prix de vente trop élevé. Elle finira donc par abandonner son modèle pastèque. Sur ces maillots, le coût du tissu et la fabrication ne doivent pas dépasser 15 €, comme pour son best-seller, l'un des plus rentables, vendu près de 30 €. Des modèles qu'elle fait fabriquer à moindre coût en Chine et à l'île Maurice. Pour faire fructifier ses affaires, Audrey est devenue la championne des économies. Parfait, trop bien. Ah, hello Inès. Des petites économies dans tous les domaines. Inès n'est pas une employée, elle est mannequin. Je te laisse changer, j'arrive après pour regarder. Toutes les clientes d'Audrey connaissent son visage et ses formes. C'est l'atout charme de la marque. Ce jour-là, Inès porte ce maillot fluo. Audrey voudrait le mettre en vente le plus rapidement possible. Un studio à domicile, donc pas de location à payer. Parfait, il faut peut-être faire une photo de profil où on voit bien l'élastique. Donc avec le bras un peu levé, tu peux t'étirer. Si elle passait par une agence, Audrey devrait payer le mannequin 2000 €. Magnifique. Oh là là. On passe en direct avec Inès. Et du coup, ça me revient vraiment moins cher? Oui, 2-3 fois moins cher. Et Inès n'est pas la seule à lui permettre de réduire ses coûts. Coralie, son bras droit, joue aussi les photographes. Elle est également graphiste et retouche les photos des maillots juste avant leur mise en ligne. Oh, celle-là est très belle. Oui, et le maillot, on le voit vraiment bien. Celle-là validée pour le profil. Pour séduire les clientes sur le site, toutes les photos sont accompagnées d'un petit conseil. N'oubliez pas de préciser que c'est parfait pour les poitrines qui ont besoin de maintien. Maureen a mis envie de briller cet été avec un maillot fluo. Craquez pour ce bandeau élastique qui fera ressortir votre bronzage. Du coup, le ton aussi est particulier. Voilà, on essaie d'être cool dans le ton. Et ça donne un côté humain au site. C'est pas une fiche produit qui a été faite par un robot. Voilà. En 1 heure seulement, le maillot fluo est mis en ligne. 49 € le haut et 25 pour le bas. En 15 jours, Audrey va en écouler une centaine. Pour vendre des maillots, les annonces et les jolies photos ne suffisent plus. Il faut faire de la publicité du site sur Internet. Et c'est ce qui coûte le plus cher, 200 000 € chaque année. Alors pour réduire ses dépenses, la jeune chef d'entreprise innove encore. Pour générer des ventes, elle fait appel à des égéries d'un genre nouveau et surtout pas trop cher. À l'aéroport de Nice ce matin-là, Audrey vient chercher des stars numériques.
Des blogueuses, des youtubeuses, très suivies sur les réseaux sociaux. Alors, d'accord, tu m'as dit qu'il y avait de la place pour ma valise. Audrey a dépensé 2500 € en billets d'avion pour passer un après-midi avec les jeunes femmes dans cette maison qu'elle s'est fait prêter. Bienvenue chez vous les filles! Dans ce joli décor, va se nouer une grande opération commerciale pour promouvoir sa nouvelle collection de maillots. Bah, c'est magnifique, c'est une super maison. Des modèles qu'elle a créés avec Nolita, l'une des blogueuses les plus influentes. Ah bah oui. Tout est instagrammable, comme on appelle. Ça veut dire quoi? Bah, qu'on va pouvoir prendre de jolies photos et voilà quoi, ce sera facile à faire. 500 000 personnes suivent cette jeune femme sur Instagram, 71 000 sur Facebook, 55 000 sur YouTube et encore 18 000 sur Twitter. À peine arrivés, les invités ont déjà enfilé ces maillots qu'Audrey a créés avec la blogueuse. Attends, je vais me tourner. La jeune chef d'entreprise est bien obligée de donner elle aussi de sa personne. Toutes vont passer la journée à se prendre en photo. Ces clichés apparaissent immédiatement sur les réseaux sociaux. L'influente blogueuse, elle aussi, fait directement la promotion de ses maillots. Là, vous êtes combien de maillots là? Non, j'en suis qu'au deuxième. D'ailleurs, je pense que je vais aller me changer. Il est 16h30. Audrey et son amie blogueuse ont changé de tenue. Elle porte un tout nouveau modèle, en série limitée, qui ne sera mis en vente que 30 minutes plus tard. Et il n'y en aura pas pour tout le monde. Le décompte est lancé. Pour donner envie d'acheter leur maillot, elles vont parader et tout montrer sur Internet. La fête est relayée en direct sur les réseaux sociaux. Pour les aider, tout le monde s'y met. Et ça marche. Les connexions au site d'Audrey augmentent en temps réel. Le nombre d'utilisateurs sur le site n'arrête pas d'augmenter toutes les minutes. Il est 17h. Le maillot est en ligne. Très vite, Audrey file comptabiliser les ventes. On n'oublie jamais le business. On en a déjà vendu 21 maillots en 10 secondes. Sauf que très rapidement, Audrey a un problème. C'est lequel qui se vend le plus? C'est le noir qui se vend le plus. Putain! C'était obligé. Son maillot blanc ne se vend pas aussi bien que le noir. Le modèle qui cartonne, c'est évidemment celui qui est porté par la blogueuse. On en est où là, Coralie? Donc on a vendu la totalité des noirs et les marbres blancs, on est à la moitié. D'accord. Voilà. Top. Génial. En seulement 2 heures, elles auront vendu 150 maillots à 79 €. Des maillots sur lesquels la blogueuse touche une commission. Et du coup, là, vous avez gagné combien aujourd'hui? Ah bah moi, je sais pas. Je sais pas. Je te le J'ai enlevé dirai. toutes les charges d'Audrey et moi, j'arrive derrière. Oui, voilà, c'est vrai que voilà, une fois qu'on impute les charges du personnel, le coût d'achat des matières premières, le transport, les douanes, la TVA, le budget communication et publicité, voilà, c'est pas non plus l'embellie. Pourtant, les deux jeunes femmes comptent bien reproduire leur opération commerciale la saison prochaine. Quant au maillot blanc, il sera totalement épuisé 2 jours plus tard. Dans cette industrie où plus de 400 marques se partagent le marché, pour se démarquer, il faut donc innover. Certains ont choisi de s'attaquer à la matière des maillots. En principe, un maillot de bain, c'est un mélange de polyamide et d'élastane, résistant, mais très synthétique. Alors une jeune créatrice a décidé de parier sur un tissu beaucoup plus naturel, tout simplement le coton. À 2 pas de la Tour Eiffel, le 16e arrondissement de Paris. Dans ce bel appartement, Claire Mougenot, 31 ans, a installé ses bureaux. Il y a 5 ans, cette diplômée d'une grande école de commerce a investi 30 000 € Bonjour tout le monde. pour créer sa propre marque de maillot de bain. Cet après-midi, séance de travail sur son nouveau modèle. Léa, ça te dérange d'aller essayer? Claire a parié sur le maillot une pièce, la tendance du moment. Des modèles chics et chers, jusqu'à 165 €. Pour se distinguer et plaire à des clientes raffinées,
La créatrice a choisi d'utiliser du coton biologique. 5 € le mètre, c'est 3 € plus cher qu'un tissu de maillot de bain ordinaire produit en Asie. Mais la différence ne s'arrête pas là. Le coton, c'est le retour au maillot de nos arrière-grand-mères. Et le maintien du tissu laisse parfois à désirer. Ce jour-là, justement, Claire découvre le prototype de son nouveau modèle, porté par sa stagiaire. Waouh! Je veux bien que tu avances et que tu... voir comment il bouge. Pour que ces maillots se maintiennent bien, elle a ajouté 7% d'élastane dans son tissu. Non, il est là. Mais apparemment, ça ne suffit pas. Est-ce que tu peux lever les bras pour voir si ça bouge? Non, ok. Non, ça tient bien. Après, on va rajouter anti-glisse, on va rajouter l'anti-glisse là et là pour pas que ça bouge. L'anti-glisse, c'est ce ruban en silicone. Il va être cousu sur la bordure élastique du maillot. En fait, on va le mettre sous l'élastique. Ça se pose à l'intérieur. À l'intérieur, comme ça, qui permet que le tissu adhère encore plus à la peau. Avec ce système, Claire espère améliorer le maintien de son modèle en coton. Mais l'utilisation du coton est rare pour les maillots de bain. Alors elle doit s'assurer que ces modifications sont réalisables. Pour ça, elle se rend dans son atelier. Il ne se trouve pas en France, mais au Pérou. Une fois par an, Claire fait le voyage jusqu'à Lima. C'est dans ce quartier de la capitale péruvienne qu'est installé l'atelier où Claire fait fabriquer ses maillots de bain. Bueno, muchas gracias. Elle a rendez-vous avec Rosaria, la directrice, pour contrôler sa nouvelle production. Ici, 6 couturières fabriquent 10 000 maillots pour Claire. C'est une étape importante. Elle va découvrir le modèle conçu à Paris et tout de suite, un détail lui saute aux yeux. Et entonces... Ah, c'est là. Non, bueno, ah oui. Ah oui, ici. La bande anti-glisse a bien été ajoutée sur la couture du maillot, mais l'élastique de maintien a lui été enlevé. Ah, si. Non, j'ai enlevé l'élastique. Je n'ai pas voulu mettre les deux. Ah oui, parce que si vous mettez les deux, la couture est trop épaisse. C'est ça. Du coup, Claire veut s'assurer que son maillot tienne bien. Il me semble que l'élastique maintient mieux que la bande anti-glisse. Il est plus résistant, non? C'est vrai, mais de toute façon, on a gardé l'élastique sous la poitrine pour que le maillot ne remonte pas. Parce que si on le supprime, il n'y aura pas autant de soutien. Ok, on continue comme ça. Le modèle est validé, la production est lancée. Ce maillot coûte 50 € à produire, charge et transport inclus. Muchas gracias. Claire l'affichera 135 € sur son site internet. Pour faire décoller ses ventes, elle a trouvé le moyen de faire encore moins cher que les blogueuses. Elle demande à ses propres clientes de publier des photos avec ses maillots sur les réseaux sociaux. Mieux encore, cette année, elle a organisé un casting de clientes pour un shooting photo à moindre coût. Les 10 sélectionnés seront mannequins bénévoles le temps d'une journée. À 1 heure de Paris, Montfort-l'Amaury, un cadre chic et champêtre. C'est dans cette maison que Claire organise son shooting photo. Ah, canon, là. Trop bien. Merci. 250 clientes ont participé au casting sur Internet. Claire en a choisi 10, petites ou grandes, menues ou rondes. Ici, pas de taille mannequin. Pour moi, c'est bon au niveau. On va pas prendre des photos de vous ou... On n'est pas bien. Voilà, et au pire, si c'est pas bien, tu vois, on t'enlèvera du truc et on mettra un autre maillot. Okay. Tu vois ce que je veux dire? Première difficulté avec ces mannequins bénévoles, trouver le bon maillot pour chacune. Moi, je pense que si t'essayes celui-là, ça peut t'aller. Okay. Je vous laisse faire l'échange toutes les deux. Si ça va pas, on trouve une autre solution. Ça marche, ouais. C'est bien ça. Après 1 heure d'essayage, les mannequins d'un jour sont prêts. Enfin, presque. Romane. Tire un peu sur le haut. Il était plus foncé d'un côté que de l'autre. Voilà. Savoir prendre la pose, ça ne s'improvise pas. Comme ça? Voilà. Non, dans le dos. Dans le dos. Voilà. Claire est bien obligée de s'y coller et même de jouer les coachs. Voilà, c'est plus joli. Oui, un peu plus au bord? Oui, comme elle. Ici, pas de DJ, pas de bouée gonflable.
pas de bain dans la piscine. Vous me regardez, allez. Moins crispée. Vous êtes toutes parfaites là. Vous êtes toutes belles là. Très belles. Canon. Les clientes vont prendre la pause toute la journée, gratuitement. Parfait, baisse un peu le menton. En échange, elles reçoivent les 3 maillots qu'elles ont portés, une année de réduction et le droit de figurer en bonne place sur le site internet de la marque. Voilà, à l'année prochaine. Pour Claire, un shooting photo bien moins cher qu'avec 10 mannequins professionnels. Les participantes, elles, emportent suffisamment de maillots pour briller sur la plage tout cet été. Merci. Salut Victoire. Salut Laura. Une fois qu'on a acheté son maillot de bain, il faut encore trouver une petite place pour poser sa serviette et passer la journée à la plage. Ici, à Jouan-les-Pins, la bande de sable accueille jusqu'à 150 000 vacanciers. Forcément, c'est un peu la garantie d'être collé serré. Alors, pour ceux qui recherchent plus de confort, il y a bien sûr les plages privées payantes, comme ici. À Jouan-les-Pins, il y en a une trentaine. Certaines sont très luxueuses, d'autres plus populaires. Alors, comment les patrons font-ils pour se démarquer de la concurrence et vous attirer chez eux ? C'est une journée à la plage privée pour Virginie et sa petite famille. Cette restauratrice, habituée de Courchevel en hiver, a ses habitudes d'été dans cet établissement prestigieux de Jouan-les-Pins. Avec elle, pas de droit d'entrée. Ça va là? Juste une bise au patron et un compte est ouvert à son nom. Elle ne sortira son portefeuille qu'une fois dans la journée, au moment de partir. Virginie tient à être au premier rang, avec une vue directe sur la Méditerranée. Le matelas est plus cher, 25 € au lieu de 22, mais pour ce prix-là, un beach boy étale les serviettes. Merci. On vous aide à mettre la serviette, mademoiselle? Oui, c'est très sympa. Est-ce que je peux vous demander une eau pétillante, une eau plate? 5 matelas et autant de parasols au premier rang, ça coûte 125 €. Mais le service est garanti, le personnel aux petits soins. Qu'est-ce que vous aimez à la plage privée? Le service, des prestations. Et là, vous voyez, il y a 5 minutes on a demandé, 5 minutes on est servi. Donc voilà, c'est ça, je pense. Ah, merci beaucoup. De l'eau, Virginie et sa famille vont en consommer beaucoup dans la journée. Et impossible sur une plage privée de venir avec sa propre bouteille. Il faut acheter. Merci Lionel. C'est entre 8 et 10 € la bouteille d'eau. On en a pris 3, 2, 3. Ouais, 3 bouteilles d'eau. Pour 5. Et on va en reprendre une autre. Et on va en reprendre sûrement une autre avant de partir. Mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu, quoi. 3 bouteilles d'eau, une facture de 30 €. Et Virginie est d'humeur joyeuse. Elle a bien décidé de se faire plaisir. Est-ce que je peux vous commander, s'il vous plaît, un tartare de chair de crabe à avocat? Et vous avez des salades de fruits? Pour un tartare de crabe, il va falloir également mettre le prix. 24 € quand même. Le prix, il est là, en bord de mer, tout à fait normal, je pense. La seule chose de la journée qui ne leur sera pas facturée, c'est ce ballon. Merci. Amusez-vous bien. Les clients de la plage ont à leur disposition des jeux, ballons, raquettes, bouées. C'est qu'ici, tout a été réfléchi pour leur confort. D'ailleurs, à peine commandé, le tartare est déjà servi directement au matelas. C'est ici. Ouais, merci beaucoup. Désirez vous donner? Il est très très bon, ouais. J'aime beaucoup. S'ensuit une assiette de fruits à 16 €. Et encore une bouteille d'eau. C'est combien de bouteilles d'eau, du coup, vous demandez? Quatrième. On va faire 40 €. Pardon? 40 €. Après le matelas, l'eau, c'est ce qui aura coûté le plus cher. Il est 17 h quand Virginie plie bagages et passe à la caisse. C'est bon. C'est une journée à 200 €, voilà, pour 5. Cette journée aura coûté à Virginie 204 €. Payés pour aller à la plage, de nombreux vacanciers s'y sont mis. L'an dernier, 10 millions de touristes ont passé au moins une journée dans une des 1500 plages privées de France. À Jouan-les-Pins, c'est même une institution. Elles existent depuis les années 20.
À l'époque, on venait avec son propre pique-nique. Les plagistes faisaient payer le parasol et le couvert. Plusieurs établissements sont d'ailleurs devenus mythiques, comme les Belles Rives, fréquentées entre autres par Scott Fitzgerald et Hemingway, ou le Moorea, paradis des fêtes et des stars. Ces plages privées ont fait des petits et sont devenues un gigantesque business. À Juan-les-Pins, elles sont collées les unes aux autres, difficile de poser sa serviette sans payer. Les vacanciers ont l'embarras du choix. Alors la concurrence fait rage. Comment s'y prennent les plagistes pour vous attirer chez eux? Et combien et à qui rapportent ces fameuses plages privées? Un petit matin à Juan-les-Pins. Hors saison, la plage est déserte. Enfin presque. Bernard est plagiste depuis 12 ans. Comment vas-tu? Il est le responsable de Bretagne Beach, une institution de la station. Cette plage privée existe depuis les années 40. Dès le mois de mars, 6 employés sont déjà au travail. Vous sortez tout ce qu'il y a à sortir, table, chaises, vous mettez tout sur la grande terrasse. La plage ouvre au public dans 5 jours. Le compte à rebours est enclenché. En attendant, il y a du boulot. Le sable porte encore les traces de l'hiver. Balayé depuis des mois par les vents et les vagues, il est par endroits recouvert d'algues. Alors pour Bernard, pas de temps à perdre. Des relookers d'un genre particulier pointent à l'horizon. Ils vont redonner au sable son éclat, précisément ce que viennent chercher les vacanciers. Nous, c'est un peu comme la neige, le sable. C'est notre principal atout pour travailler. Si tu as du sable, bien, les clients sont contents. Si tu commences à avoir du sable qui n'est pas trop tamisé, un peu des pierres, un peu des cailloux, bon, ça ne le fait pas trop. Donc on essaye de le préserver le plus possible. L'opération beauté va durer toute la journée. Ces algues ne sont pas très appréciées des vacanciers. Alors il faut très vite les remettre à l'eau. Mais le vrai problème de Bernard, c'est le sable. La plage en manque. Pendant l'hiver, porté par le vent et les tempêtes, il s'est déplacé au large. Le véritable souci, c'est plutôt la mer qui gratine un petit peu tout le temps, qui gravit un petit peu tout le temps, mais bon, on essaye d'y pallier avec chaque fois remettre du sable. Sa méthode pour préserver le sable, le stocker pendant l'hiver en construisant des murs au pied de la terrasse. Mis à l'abri du vent et protégé de l'assaut des vagues, le sable n'est plus emporté au large. Il n'y a plus qu'à l'épandre à l'arrivée des beaux jours. Pendant des heures, ces tractopelles vont ramener le sable en bord de plage et le mettre à niveau. L'objectif, c'est que la plage soit la plus plate possible pour pouvoir poser des transats, pour que les clients puissent s'allonger tranquillement et que ça ne fasse pas style toboggan, quand tu t'assois, tu... Pour ses clients, Bernard veut une plage parfaite, même si ça lui coûte très cher. C'est moi qui paye ça. Le nettoyage de la plage, le nettoyage de l'eau, chaque concessionnaire a un devoir de nettoyage sur sa concession. Donc tout ce qui se passe ici, c'est à ma charge. Bernard dépense environ 2 000 € chaque année pour être sûr d'avoir du sable en été. Et il n'est pas le seul à manquer de sable. Toute la ville est confrontée au problème. La plage publique s'étend sur 1 km. Mais ici, faire des réserves d'écureuils ne suffit pas, car à Juan-les-Pins, le manque de sable est chronique. Si du sable existe sur la baie, c'est en grande partie grâce à l'érosion naturelle des roches et des montagnes. Le sable, charrié par les fleuves du Var et de la Siagne, se dépose ensuite naturellement sur les plages les plus proches. Mais dans les années 60, apparaissent des ports, des digues, des pontons. Cette urbanisation contrarie le trajet naturel du sable. De nouveaux bancs se forment au large et près des pontons, mais ils n'arrivent pas jusqu'au rivage. Alors la mairie a trouvé la solution. Depuis 1964, le sable, elle le fait venir d'ailleurs. Il est 5 h du matin à Juan-les-Pins. Un étrange balai de camions réveille les habitants. 600 tonnes de sable sont déposées sur cette plage. L'équivalent de 12 énormes camions. Ce sable, la mairie l'a acheté. Montant de la facture,
60 000 €. Mais pour Raphaël Simon, monsieur maire et littoral, impossible de s'en passer. C'est un budget indispensable pour l'accueil des estivants, pour le maintien du trait de côte, pour le maintien des profils de plage. Et la mairie n'achète pas n'importe quel sable. Taille du grain, couleur, tout a été étudié. C'est un sable de grès avec une granulométrie entre 0 et 2 mm. Et puis cette couleur spécifique que nous retrouvons sur Antibes Juan les Pins, ce beige gris, et qui après, avec l'impact des milieux marins et du soleil, va s'éclaircir. Pour trouver du sable avec cette jolie couleur, il faut quitter la Côte d'Azur, rouler une bonne centaine de kilomètres et prendre la route dans les montagnes. Sur les hauteurs de Toulon, voici l'une des plus grandes carrières de sable de la région. On extrait de cette montagne 200 000 tonnes de sable chaque année. Il est utilisé pour le bâtiment ou la construction des tunnels TGV de la région. Mais il sert aussi aux mairies de la Côte d'Azur pour réensabler leurs plages. Thierry Marchand est le directeur du site. Si sa carrière a autant de succès, c'est parce qu'il propose du vrai sable de mer. Car ici, il y a des milliers d'années, la mer recouvrait tout. On était, il y a 100 000 ans, sous une mer chaude, Bahamas. Le sable, le voilà. Lorsque la mer s'est retirée, du calcaire s'est formé ici, jusqu'au jour où la terre a craqué. Entre ces 100 000 ans et aujourd'hui, tout s'est déposé comme ça, et à un moment, la croûte, elle s'est cassée. L'incident géologique a fait que ce sable est réapparu uniquement dans ce vallon. Depuis, le sable se présente sous forme de roches frayables. Pour le récupérer et ensabler les plages, il faut creuser toujours plus profond dans la montagne, jusqu'à 8 mètres sous terre. Mais ce sable a beau être naturel, il a un problème. Il tache. C'est des peaux blancs. C'est ce qui reste sur la serviette si on le lave pas. Ça reste. Et ça, c'est très désagréable. C'est ça qui tache nos serviettes. Impossible de vendre ce sable qui tache en l'état aux mairies de la Côte d'Azur. Alors il va subir une grande opération de nettoyage. Il est d'abord tamisé et même lavé pour ne conserver au final que les grains les plus purs et les plus fins. Ce gros pâté est prêt à l'emploi. Donc là, c'est le sable qu'utilisent nos enfants pour faire les fameux châteaux de sable. Ce sable, c'est l'histoire sans fin des plages de Juan les Pins. D'après nos estimations, en 50 ans, la ville aurait dépensé plus d'1 million d'euros pour un sable qui est irrémédiablement mangé par la mer en hiver. À croire que le bonheur des touristes n'a pas de prix à Juan les Pins. Tout doit être parfait pour leur arrivée. Du côté de Bretagne Beach, il y a maintenant du sable, mais il faut s'activer pour préparer un décor de rêve aux vacanciers. Et pour l'instant, chez Bernard, c'est surtout ambiance chantier. La plage est restée dans son jus tout l'hiver. Il faut tout remettre en état, à commencer par la douche d'eau douce qui n'en finit plus de couler. Il y a une coût quand même d'entretien qui est important. Et il faut quand même se pencher là-dessus, parce qu'une plage, c'est pas bonjour, j'arrive, j'ouvre et ça y est, c'est fini. Il y a beaucoup à faire. Il faut être bricoleur, il faut essayer surtout d'essayer de réparer à coût le minimum. Chaque année, la remise en état de sa plage lui coûte 15 000 euros. Plomberie, électricité. En bord de mer, rien ne se passe jamais comme prévu, car une plage privée, cela reste un bâtiment installé en plein milieu naturel. D'ailleurs, côté terrasse, il y a comme un grain de sable dans le rouage. Michael, un de chaque côté, vous essayez de le remonter à la main. Le rideau métallique est coincé. La faute au sel qui a oxydé le mécanisme pendant l'hiver. Il est coincé. Arrête, il est coincé. Changer la pièce coûterait 500 euros à Bernard. Force. Alors il s'acharne pour éviter une telle dépense. À l'intérieur, les mauvaises surprises continuent. Dans la cuisine, le hachoir à viande est grippé. Il coûte 200 euros à remplacer. Il y a une pince là-haut, non? Alors le chef cuistot va y aller au forceps. Et même la pompe à bière a un problème. Ah, mais le robinet fuit trop. Il faut tout rafistoler.
Côté terrasse, Bernard se résout à faire appel à des spécialistes du store. Après 2 heures d'acharnement, ça marche. Bernard peut enfin souffler. Je suis plus que soulagé. Punaise. Bernard est presque prêt. Il peut désormais afficher haut ses couleurs. Mais avant d'ouvrir, il lui faut encore installer des matelas pour ses clients. Et il ne va rien laisser au hasard. Le démarrage, c'est l'angle. Tu prends de l'angle du muret. Bernard va remplir chaque mètre carré de sa plage avec 130 transats. Et il va agir avec méthode. Il veut des rangées parfaites. Il faut que tu vois une seule ligne. Voilà. Donc le visuel, c'est important. Il faut que ce soit quand même attrayant à l'œil. C'est-à-dire que les gens qui passent disent tiens, ah punaise, c'est bien arrangé, ah, c'est propre, c'est bien entretenu. Et ça te donne envie d'aller. C'est un petit peu comme quand tu vas dans un magasin, c'est la même chose. Hein. Quand tu vois que c'est un peu fouillis, alors, ou le magasin est spécialisé dans le fouillis et tu fais fouillis, ou alors tu vas dans un magasin un peu plus carré, et voilà, le choix. Pour Bernard, ça se joue au millimètre près. En vrai chef des armées, le boss ne laisse rien passer. Alex, non, tu descends là, gamin. Non, pas cela, ne touche pas cela. Avance-toi. Écoute, Alex, vous êtes trop descendu. Il faut remonter un petit peu. Et les 2 derniers, le 17, tu les pousses un tout petit peu vers la mer. Un poil. Voilà ça. Parfait. Tire un petit coup. Alex est le plagiste en chef. 6 ans de travail les pieds dans le sable avec Bernard l'ont mis au pas. Je prends mes marques avec mes pieds. Comme ça, je garde à peu près le même espacement entre chaque ligne. Donc ici, en l'occurrence, moi, je fais 2 pas et demi. 2 pas et demi, soit 80 cm, pas un de plus, pour séparer les clients. Pour avoir le droit de disposer ces transats, Bernard reverse une part de son chiffre d'affaires à la mairie. Il paye aussi à l'État un loyer au mètre carré pour toute l'année. On est à 21 € du mètre carré pour le sable et on est grosso modo à 2% indexé sur notre chiffre d'affaires. Au total, Bernard paie plus de 50 000 € par an. Et ce n'est pas sa seule dépense. Il emploie 12 personnes au plus fort de la saison. Pour lui, c'est 120 000 € de salaire à débourser. Alors pour rentrer dans ses frais, il va faire payer ses transats aux vacanciers. 13 € la place, c'est un des moins chers de la baie. Et pour ce prix, ses clients ont le droit d'utiliser l'accessoire de plage indispensable, le parasol. 70, il y en a de parasols. 70 parasols et presque autant de housses de matelas. Tous en bleu et blanc. Et ce n'est pas seulement pour faire joli. Chaque plage à Jean-Lépin a ses propres couleurs, a son style différent et on se différencie par couleur. Alors moi c'est bleu-blanc, mon voisin c'est rouge. C'est une marque pour les clients, ils savent que bon, tiens, blanc et bleu, ben, c'est la Bretagne, rouge c'est le ranch, après l'arc-en-ciel c'est vert. Tout ce matériel lui coûte 5 000 €. Les accessoires de plage doivent être impeccables pour séduire le client. Tiens, ouvre-le comme ça, on va faire voir ce que c'est. Vous voyez le matériel, regardez. C'est propre, c'est neuf, les baleines sont neuves, les franges sont pas déchirées, ça pend pas, il n'y a pas de la rouille sur les baleines. Mais ça fait quand même une petite différence. L'autre différence de Bernard, ce sont les franges. Un petit côté désuet qui donne un style unique à sa plage. Bernard, il aime bien la petite frange. Oui. Il y tient. Hein? Ah oui, c'est ma petite marque de fabrique. Vous aimez bien, voilà. Vous, les franges? C'est nostalgique, oui. Le livreur de parasol, c'est Didier. Et s'il se permet de taquiner le plagiste, c'est que les 2 hommes se connaissent très bien. Didier livre des parasols à Jean-Lépin depuis qu'il est tout petit. J'ai commencé avec mon grand-père. Je livrais le samedi matin. À l'époque, je portais un parasol. J'avais 8 ans. En enfant du Sud, Didier a grandi à l'ombre des parasols. Sa famille, les Gigliano, a même marqué de son nom l'histoire de cet objet dans la région. Elle équipe en parasol et en housse de matelas la totalité des plagistes de Jean-Lépin. Didier est devenu le roi du parasol. Tout démarre après la Seconde Guerre mondiale, à 30 km de là, à Nice. La mode n'est pas encore au parasol, mais aux ombrelles. Au tout début, mon grand-père fabriquait des ombrelles. Il a créé la société en 1947. Donc à l'époque, les
Les gens qui venaient à la plage ou plutôt se promenaient en bord de mer étaient habillés en costume et les femmes se protégeaient du soleil parce qu'à l'époque, il fallait pas être bronzé, il fallait garder son teint blanc. Dans les années 50, avec l'arrivée des touristes et le développement des plages privées, le grand-père passe de l'ombrelle au parasol. Transition réussie, les commandes affluent dans le petit atelier niçois. 3 générations se succèdent et l'activité devient florissante. Toute la Côte d'Azur s'arrache ces parasols de Saint-Tropez. Le succès est tel qu'il y a 10 ans, l'entreprise familiale est rachetée par le leader européen du mobilier d'extérieur, Vlaminck, des Tisseurs du Nord. Aujourd'hui, Didier est directeur pour tout le sud de la France. Je vais prendre les parasols, je prends les housses. Et même si sa famille est désormais bien à l'abri, c'est avec son père à la retraite que Didier vient livrer ses meilleurs clients, les historiques. Comment tu vas? Ça va? Je suis Victor. Comment tu vas? Ça va? Depuis qu'on se connaît, Victor, tu cours, ça va, hein? Ah non, j'ai jamais... Victor Ben Simon est le patron de la plage la plus sélecte de la ville. Les Gigliano lui livrent du matériel depuis 30 ans. C'est vrai qu'il a toujours été fidèle. Fidélité quand même. Fidèle, oui, mais surtout, on a trouvé le service, la qualité du produit et le prix. On discutait bien le prix de temps en temps. Il y en a toujours un qui tord l'autre, mais ça va. On trouve chacun notre compte. Pour ses parasols, M. Ben Simon ne veut que du très haut de gamme. Un petit luxe qui lui coûte 20 000 € chaque année. Pour réussir à en proposer à un tel prix, Didier a inventé un tout nouveau concept, la location saisonnière de parasols. En clair, il ne les vend plus, il les loue. C'est même grâce à cette idée que son affaire a pris une toute autre ampleur. Pour comprendre son business, il faut se rendre à l'usine de confection. Chez le numéro 1 français, 20 000 parasols sont produits chaque année par une vingtaine de salariés. Beaucoup sont des couturières. En apparence, rien n'a changé. Un parasol, depuis toujours, c'est du tissu, une armature et quelques pièces pour faire tenir l'ensemble. Mais au début des années 90, c'est la révolution, avec l'apparition de nouveaux matériaux. Les toiles anti-UV remplacent le coton. Le mât de parasol devient inoxydable. Pour les baleines, la fibre de verre, bien plus résistante, est préférée à l'acier. Ces parasols durent 3 fois plus longtemps que les anciens. Et ça, ce n'est pas bon pour les affaires. Alors pour ne pas perdre sa clientèle, Didier a inventé un concept, la location saisonnière du parasol. De 48 € la saison pour le modèle d'entrée de gamme, jusqu'à 470 € pour ce parasol de luxe en acajou. Et pour les toiles, Didier s'adapte à toutes les envies des plagistes. Il fait même dans le sur-mesure. Là, ici, on a un assemblage d'orange et de jaune très particulier. Didier s'occupe aussi du stockage des parasols et du lavage des housses en hiver. Ce service à la carte a fait le succès de Didier, et ses affaires aussi, car il a trouvé un moyen de rentabiliser au maximum ces parasols ultra résistants. Et voilà comment. Entre 2 locations, Didier relook grâce à Jennifer, la couturière. Par exemple, ces franges démodées, elle va les transformer en un tour de main. J'enlève la frange qui est abîmée, qui est vieille, qui est moche, qui est sale, et on va mettre une tresse dessus. On lui redonne une petite jeunesse, petite beauté. Si Didier avait dû changer entièrement la toile, cela lui aurait coûté 120 €. Ce petit rafraîchissement lui revient à moins de 10 €, main-d'œuvre comprise. Plutôt que de jeter la couverture et de reproduire des couvertures, voilà, on demande à Jennifer de retirer la frange et de poser à la place une tresse. Grâce à ce système, même les parasols haut de gamme sont remis saison après saison sur le marché de la location. Ce géant a passé un seul été en bord de mer, mais il est déjà tout abîmé. Pas question de le jeter, il coûte plus de 1 750 € à l'achat. Alors Pascal va le remettre en état. Effectivement. En un rien de temps. Quel problème? Là, juste la noix.
La noix, c'est cette boule qui soutient toutes les baleines. Pour réparer, Pascal dispose de toutes les pièces détachées à portée de main. Une réparation à petit prix. En gros, là, on a à peu près 80 € de pièces qu'on va changer sur ce parasol. Et finalement, ni vu ni connu, c'est du bon travail. Ce parasol, désormais flambant neuf, est prêt à être reloué à un autre plagiste. Cela fait 8 ans que celui-ci est sur le marché de la location. Petit à petit, les parasols, on va changer cette année une grande baleine, on va changer un mât, on va changer un coulant. Donc ça se renouvelle, mais par petites pièces. Voilà. Il n'y a pas vraiment d'armature. On ne peut pas dire si cette armature... Alors vous avez peut-être que la baleine, elle a 4 ans, celle-ci, elle a 2 ans, le mât, il a 10 ans. C'est possible. Et c'est comme ça qu'il rentabilise. S'il l'avait vendu, Didier aurait gagné 1 755 €. Mais en le louant 470 € sur 8 ans, cela lui rapporte 3 760 €. Même en tenant compte de toutes les réparations saisonnières, Didier est largement gagnant. En adaptant son modèle économique à l'évolution des matériaux, Didier a pu poursuivre l'activité de son grand-père. La petite affaire de famille est devenue prospère. Didier réalise plus de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires en équipant les plages privées de la Côte d'Azur. À Juan-les-Pins, quand la saison démarre, toutes les plages privées affichent leurs couleurs grâce au parasol de Didier. Il y a une trentaine d'établissements dans la baie et Bernard part lui avec un réel handicap. Sa plage se trouve tout au bout, loin du centre-ville, près de ce ponton. La saison n'a pas commencé qu'il a déjà engagé de nombreux frais, entre les salaires, le matériel, le loyer et l'entretien de la plage. Au total, Bernard a déjà dépensé un peu moins de 200 000 €. Et il n'a que 6 mois pour gagner de l'argent. Écoutez-moi les plagistes, aujourd'hui il va faire chaud, mais très chaud. Donc tu te mouilles la tête, tu penses à boire, tu te mouilles la tête, tu penses à boire. Et de temps en temps, tu sers les clients quand même. Hein. Pour rentrer dans ses frais, Bernard loue ses parasols et ses matelas aux vacanciers. 13 € la place. Mais pour augmenter son chiffre d'affaires, il a même investi le ponton. C'est le coin VIP, avec une entrée à 15 €. Si le ponton fait le plein, c'est 420 € de gagné. Et la journée s'annonce plutôt bien. La moitié de la plage est réservée. Les 2 premiers rangs sont complets. Donc aujourd'hui, ça va être une très très grosse journée. Mais alors comment fait Bernard pour faire venir des vacanciers aussi loin du centre-ville? Messieurs, dames, bonjour. Bonjour. Ça va Bernard? Comment tu vas mon chéri? Ça va bien? T'es en forme? Ouais. Dans cette guerre des plages, sa meilleure arme, c'est la bonne humeur. Bernard connaît tous ses clients. Ils ont droit à un accueil personnalisé. Bisous, Amine. Bonjour Bernard. Toute la petite famille des Sables. Alors Comment c'est tu vas? mamie. C'est bien. Ben oui, je connais. C'est la belle-mère. Enchanté. Petit bisou. Non mais enchanté. Allez-y, installez-vous. Hop là. Comment tu vas? Dès qu'un client débarque, c'est la grande scène des retrouvailles. En forme? En forme, ça va, très bien. Ça va? Michel et sa petite famille viennent toutes les semaines, depuis 5 ans. Ouais, il y a place. Tu peux me faire un sourire, Michel? Aujourd'hui, c'est relax. Hein? Dis-moi. Allez. Théo, Michel, ils sont 4 en première ligne, regarde. Il y a marqué Fiori dessus. Vous les connaissez tous par leur prénom, vos clients? Oui. J'ai beaucoup d'habitués. C'est la raison pour laquelle il y a toujours plus ou moins du monde. Même quand c'est un peu calme, quand c'est un peu creux, j'ai quand même pas mal d'habitués. Donc j'ai cette facilité, cette faculté, je me rappelle des prénoms. Voilà. C'est un petit atout, mais j'en profite. Hein. Voilà. C'est... Et ça marche. Cette culture de l'accueil est telle que les touristes font le détour pour passer chez Bernard. Très sincèrement, on était à côté et puis on était assez mal reçus. Donc on s'est dit, on va venir voir ici et puis on les a trouvés très sympathiques. Donc on s'est dit pourquoi pas, ouais. Sur le sable, Bernard a même un vrai fan club. L'avantage ici, c'est que c'est plus que convivial. Et alors, on n'a pas de complexe. On rentre un peu le ventre, mais on sait très bien qu'on n'est plus des minettes. Hein. Et on est accueillis comme si on était des minettes. Et ça c'est agréable. Ça, c'est agréable. Grâce à son bagou, Bernard remplit sa plage de clients. À la mi-journée, 100 transats sont occupés. C'est déjà 1 300 € de gagné.
La location des matelas et des parasols représente 35% de son chiffre d'affaires. Autour des matelas, Bernard doit encore alourdir la facture des clients. Pour gagner de l'argent, il a aussi besoin de remplir son restaurant. Chef, tu as reçu les moules et le poisson aujourd'hui? Sa spécialité, le poisson frais. Ah ben voilà. Dorade, les loups et les moules de Bouchot? Oui. Ah ben voilà, impeccable. Super. Chez moi, le poisson, c'est aux alentours de 22, 24 euros. Et vous l'avez acheté combien? Ah, tu veux savoir combien j'ai acheté le poisson? Ça doit coûter aux alentours de, on va dire, 10-12 euros le kilo à peu près. 12 euros en fait, le kilo de dorade sauvage. Que Bernard revend à la pièce 24 euros pour environ 450 grammes et les légumes. Mais ce qui marche le mieux chez lui, c'est le classique moule frites. Merci, monsieur. Une fois les bonnes moules. Il peut en écouler plusieurs kilos en un seul service. Elles sont goûteuses, je vous les conseille. Les moules, c'est le plat le moins cher de sa carte, 15 euros. C'est dans les prix, voilà, c'est très correct et elles sont très bonnes. Donc du coup, il n'y a pas de souci. En fait, ce restaurant, c'est ce qui fait marcher la plage. Il représente 50% du chiffre d'affaires. Pour madame la suggestion. Et pour gagner un peu plus d'argent, à côté des plats traditionnels, il propose aussi des jambons fromage et des pambagnas à 8 euros. Sa cible, ce sont les vacanciers de la plage publique à côté, là où il n'y a aucune offre de restauration. 8 euros un sandwich, ce n'est pas donné, mais pourtant ça marche. Et Alex, il y a 2 compagnons et 2 poulets. 24 euros pour 3 sandwichs à emporter. Ces petits détours par la plage privée ne sont pas pour déplaire à Bernard. Voilà, merci beaucoup. Il peut vendre chaque jour une trentaine de ces sandwichs. Et si ses clients veulent en déguster sur leur matelas, ils ont droit à quelques frites en plus. Le prix, lui, passe de 8 à 14 euros. C'est un prix assez élevé pour un sandwich, mais avec le cadre, je trouve que de temps en temps, de manière exceptionnelle, ça fait plaisir de se faire plaisir. Ces sandwichs sont un petit plus dans le business de Bernard. Mais ce qui fera toute la différence à la fin de l'été, ce sont les extras des vacanciers. Il me faut un orangina, un oasis, 3 coca, un Sprite, 2 coca zéro, 2 Evian, 200 pesos. Les gens, ils ont soif, il fait chaud. Le bar, il tourne en continu. Il peut écouler une centaine de boissons en une seule journée. Car sur cette plage, les vacances se savourent. De 3,50 € pour un soda à 11 € pour une coupe de champagne. En vacances chez Bernard, quand les touristes se reposent, c'est leur porte-monnaie qui s'active. Nos limites. C'est le week-end entre copines de l'année, alors on se fait plaisir. Ouais. Pour les 3 copines, les consommations de l'après-midi s'élèvent à 37 €. Ces petits plaisirs, c'est 15% du chiffre d'affaires de Bernard. Le client, au départ séduit par une offre matelas parasol à 13 €, aura également mangé et bien consommé. Finalement, leur facture plage a un peu grimpé. Quand tout va bien, 40 €. Quand c'est un peu plus calme, 30 €. Mais c'est déjà pour nous. Nous sommes les petites plages. Donc une petite plage, c'est déjà pas mal. 30-40 € le ticket moyen, pour moi, c'est bien. Pour être rentable, Bernard doit faire au minimum 1 000 € par jour de chiffre d'affaires pendant 6 mois non-stop. Ce dimanche-là, il en a réalisé 4 fois plus. Pour une petite plage, son chiffre annuel n'est pas si petit que ça. 375 000 € chaque été. Mais son affaire pourrait bien prendre l'eau, car un monstre marin débarque à Jouan-les-Pins et il a la forme d'un décret. Il stipule qu'au minimum 80% du rivage doit rester libre de tout équipement. En clair, la plupart des plages privées sont menacées de disparition. Mais les plagistes de Jouan-les-Pins sont bien décidés à défendre leur emploi. Près de 300 personnes travaillent sur ces plages en été. Bernard est en première ligne. Avec ses collègues, il longe toutes les plages privées menacées de destruction. La moitié des établissements de la baie est concernée. Vous avez vu depuis qu'on marche? Ça fait de la surface qui va être détruite et ça fait autant de plages qui vont être détruites. Si Bernard et ses amis sont dans le collimateur de l'État, c'est parce qu'à Jouan-les-Pins,
les plages privées sont plus nombreuses que les plages publiques. 2,5 km de littoral, elles occupent 60% de l'espace. À terme, le décret veut les réduire à 20% seulement. Alors des plages comme celle de Bernard seront balayées de la carte, et ce dès septembre. SOS. 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 Des appels de détresse pour préserver leur emploi et tenter de contrer un texte qui bouleverse une économie installée depuis des décennies. Car ce décret impose de nouvelles normes aux rares plagistes qui auront encore le droit de s'installer. Bien loin de la Méditerranée, ce décret est déjà une réalité et certains plagistes boivent déjà la tasse. Pornichet sur la façade atlantique et sa grande plage de sable fin. Le décret s'applique ici depuis janvier dernier. Tous les restos-plages doivent être désormais démontables. En clair, terminer le béton dans le sable, les nouvelles constructions sont posées à même le sol. Hello. Laurent Jonot est le directeur d'un restaurant, La Signature, aujourd'hui en chantier. Ah, il y a un problème là-bas. Bon, alors on va aller voir. L'ouverture est prévue dans 3 semaines et c'est bien loin d'être prêt. Les soucis de chantier, c'est le quotidien de Laurent depuis des mois. Tout a commencé au printemps. C'est l'arrivée. Ah, regardez, vous allez voir les belles images. Voilà, regardez, voilà ce qui était précédemment La Signature. Et là, il est gentiment en train de la croquer. En une journée, donc il me l'a mis par terre. Son établissement, c'était l'institution de Pornichet depuis près de 30 ans. Un resto-plage de 150 mètres carrés de surface, avec 28 employés. La démolition, il l'a payée de sa poche, et derrière, 4 mois d'inactivité pour le chantier. Ah, j'ai un petit peu mal au ventre quand même, hein. Quand même, c'était mon bébé, hein. Il estime sa perte à 800 000 €. C'est simplement l'application du décret plage. On pouvait très bien continuer à exercer dans l'ancienne structure comme on était avant, hein. Il n'y a pas de souci, hein. Mais bon, la loi est la loi. Il fallait l'appliquer. On l'applique. Ça a un coût, hein. Ce qui coûte cher, c'est de construire selon les nouvelles normes. Son resto-plage doit être démontable. Et c'est une prouesse technique que de faire reposer sur du sable, sans fondation, un tel bâtiment. On avait budgété, on va dire, une enveloppe de 1 million hors taxe, et on est à plus 15% sans problème. Sans problème. Et le problème, c'est que son loyer aussi va augmenter. Avec le décret plage, sa redevance passe de 17 000 à 26 000 € par an. Limitation du nombre de plages privées, augmentation du prix des loyers, nouvelles normes techniques. Ce texte, en cours d'application selon les villes, est vécu comme un coup de massue par les plagistes, qu'ils soient sur la façade atlantique ou en Méditerranée. À Juan-les-Pins, après la démolition totale, la mairie autorisera une poignée de plagistes à se réimplanter. S'il veut en être, Bernard doit se porter candidat et se plier au nouveau cahier des charges. Alors quand il reçoit Gilles, son poissonnier, la discussion s'engage vite autour du décret. Et sinon, les plages, qu'est-ce que tu en penses? Là, ça va être compliqué ici. Hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Pour Bernard, la partie est presque pliée. Avec le décret, en plus des investissements de structure à réaliser, Bernard verrait son coût pour chaque matelas passer du simple au double. Il disposerait de 2 fois moins de surface pour le même prix. Imposer, démolition, reconstruction, investir. Un professionnel, il peut être professionnel, mais il compte. Il compte ses petits sous-sous, comme on dit. Et quand tu tires la barre au-dessus, si tu vois que à la sortie, tu vas pratiquement pas y arriver ou pas y arriver du tout, tu prends pas le risque. Pour l'instant, Bernard n'a pas répondu à ce nouvel appel d'offres. Il espère toujours que l'État annule ce décret, et vite, car pour lui le temps presse. À Juan-les-Pins, les bulldozers entrent en action à l'automne. L'été à la plage, on est là pour bronzer, mais aussi pour s'amuser. Raquettes de plage, bouées gonflables ou pistolets à eau, chaque année les fabricants redoublent d'imagination pour nous vendre des nouveaux jeux de plage. Alors comment sont-ils fabriqués?
comment un jouet devient-il tendance? Eh bien, nous avons remonté la filière et elle nous a menés bien loin de la Côte d'Azur. C'est un moment que les parents connaissent bien. À peine arrivé sur la plage, il faut gonfler. Je sais pas si la bouée est crevée ou si j'arrive pas à la gonfler, mais j'ai du mal en tout cas. Il flotte dans l'air comme sur l'eau, des envies de légèreté. À chacun son style, guerrier, sirène, sportif, artiste. La règle s'est imposée d'elle-même. À la plage, tout le monde vient avec son jouet, selon son budget. C'est combien ça, Romain? Ouais, 5 € avec la balle. Pas cher du tout, non. Il y en a pour tous les goûts, toutes les couleurs et c'est hyper pratique. On peut porter à la plage, c'est sympa. Et certains jeux se méritent plus que d'autres. C'est au coup de cœur. Voilà, ceux-là, je sais plus combien je l'ai payé. Voilà, une vingtaine d'euros, quoi. Pour déclencher ces coups de cœur, les magasins s'affichent en bord de mer jusqu'au pied des palmiers. Avec leur bestiaire en vitrine, difficile de les manquer. Toutes ces couleurs sont tellement alléchantes qu'il est parfois impossible de ne pas craquer. Mais savez-vous que derrière ce décor de plage se cache un important business de grossiste? À Jean-les-Pins, cette boutique est une institution du jouet, surtout l'été. Chaque matin depuis 34 ans, le premier geste de Pascal, c'est de mettre ses bouées bien en évidence, accompagné de Laure, son épouse. Pour appâter le client, il faut du beau, il faut du gros. Le gonfler à la bouche, je ne tiendrai pas la saison déjà. Donc il vaut mieux avoir un compresseur et c'est vite fait, on va dire. Et voilà, parti pour un décollage à Jean-les-Pins. Bonnes vacances à tous. Pascal espère surtout un été sans turbulence. Il a seulement 2 mois pour écouler ses jeux de plage. Alors pour déclencher les coups de cœur des clients, il met bien en évidence ses 250 références. Il y en a jusqu'au plafond. La boutique de 32 mètres carrés est pleine à craquer. Voilà, tout est prêt. Tout le gonflable pour la journée est prêt. Voilà. Maintenant, les clients peuvent rentrer. Bonjour. Bonjour. On est regardé pour le homard. Oui, il est juste devant vous, regardez. Le grand homard que vous avez à l'extérieur. Voilà, il est là. Le prix 19,50. Ouais, bon, on va le prendre. Allez. Parfait. Oui, on a regardé le prix et bon, 20 €, ça va. C'était pas... Ça coûtait pas une fortune pour un jeu de gonflable de plage. Au revoir. Au revoir, Passez bonne une bonne journée. Au revoir. Le gonflable, c'est ce qui fait marcher la boutique de Pascal en été. Grâce à eux, il réalise 15% de son chiffre d'affaires sur les jeux de plage. Ses clients en raffolent. Ce qui marche le mieux pour moi, c'est surtout les animaux gonflables. Le homard. Alors il y a aussi le crocodile qui marche bien. Le crocodile est vendu 12 €. Pascal l'achète 6,50 €. Ces gonflables, il les obtient 2 fois moins cher qu'il ne les vend. Il peut en écouler une vingtaine par jour. Et parmi eux, il y en a un qui plaît plus que les autres. Le flamant rose. C'est le top des ventes de cet été. Ces flamands mettent les vacanciers dans tous leurs états. Ils pataugent même en colonie. À Jean-les-Pins, le flamand, c'est tendance. Toutes les boutiques du bord de mer s'y sont mises. Mais en centre-ville, c'est la pénurie. Pascal n'en a plus un seul en magasin. J'en avais acheté 36 et je voulais en recommander après et ils en avaient déjà plus. Mais il m'en aurait fallu au moins 200, 250. Là, ça aurait été le top. Car c'était le produit gonflable le plus rentable de la boutique. Le problème, c'est que le couple passe commande en hiver. Il n'a pas vu venir la mode du flamant rose. Alors, c'est toujours un coup de poker. Hein. Ouais. D'ailleurs, là, pour les flamants roses... On s'est raté. Enfin, tout le monde s'est raté. On en a commandé, au départ, quand même beaucoup. Pour le couple, cette rupture de stock tombe au plus mauvais moment. Alors, il compte sur les classiques pour continuer à faire du chiffre, comme les pistolets à eau. Après, vous avez aussi les gros, comme ça.
avec des gros réservoirs. Plus c'est gros et plus ça tire loin, plus ça plaît. Pascal a près de 10 modèles de pistolets en rayon, à tous les prix. Alors le petit pistolet, je le paye environ 1,25 € hors taxe et je le vends 2,50 €. Ça, je ne vais pas dire de bêtises, je le paye dans les 3,50 € à peu près. Je le vends 6,95 €. C'est un produit d'été, mais c'est des tout petits prix, donc c'est pas énorme le gain. Petit prix, mais il en vend beaucoup, jusqu'à 300 pistolets l'été. Et celui qui sait flairer les succès de la plage se trouve bien loin de Juan-les-Pins. Pour le trouver, il faut quitter la Côte d'Azur et prendre la direction de l'Indre-et-Loire, près de Tours. Nous sommes chez l'un des plus grands importateurs européens de jouets de plage. 2 millions d'articles de plage sont entreposés, prêts à rejoindre les magasins de bord de mer, comme les supermarchés. Nous sommes au mois de mars, dans l'entrepôt. 20 000 bodyboards viennent tout juste d'arriver de Chine, où sont fabriqués la majorité des jouets depuis 20 ans. Franck Gomen est le patron ici depuis 12 ans. Bonjour Fabrice. Bonjour. Comment ça se passe cette réception? Pas mal apparemment. Ok, t'as contrôlé. Ces jeux de plage, c'est 10% de son chiffre d'affaires. Pour assurer d'aussi grands volumes, il passe commande en Chine, bien avant l'été. C'est nos achats qui ont été faits au mois de septembre, octobre l'année dernière, même parfois avant. Et c'est pour subvenir à la saison été. Ce calendrier est un vrai casse-tête. Difficile de deviner à l'automne quels seront les coups de cœur des vacanciers de l'été. Une question de flair et d'expérience. On ne peut pas viser juste tous les ans. On connaît notre volume en ce qui concerne la plupart des produits. Quand arrive une nouveauté avec un nouveau design, bon, c'est quelque part une forme de pari qu'on fait sur la quantité qu'on est capable de vendre, selon le produit, selon le prix, selon le marché. L'exercice est plus périlleux qu'il n'y paraît, car tous les jeux de plage sont victimes de la mode, même les pistolets. L'été a à peine commencé que Franck doit déjà passer commande pour la saison 2018. Et pour ça, tout se joue à 10 000 km de la France. La Chine, la ville de Canton. Voici l'endroit sur Terre où se dessinent les grandes tendances du jeu de plage. 2 fois par an se tient le plus grand salon du jouet au monde. Face à des milliers d'acheteurs venus du monde entier, 60 000 fabricants chinois présentent leurs produits et leurs nouveautés. Lydie est la responsable des achats. Franck l'a envoyée en mission. Le temps de dénicher de nouveaux jeux de plage, pas pour cet été, mais pour le prochain, celui de 2018. Je viens chercher des beach balls, des pistolets à eau, des bodyboards, des pelles, des râteaux, des épuisettes, des parasols. Et j'en oublie, il y en a plein d'autres. Premier objectif de Lydie, trouver les pistolets à eau qui feront fureur l'été prochain. Bonne pioche, ce stand est rempli de pistolets. Elle commence par faire une sélection très large et s'arrête sur chaque engin qui présente une nouveauté. Celui-là. D'accord. Celui-là. Comme ce pistolet à 4 jets, Lydie repère une dizaine d'articles. Une fois sa sélection faite, elle inspecte chaque engin et ne met aucun détail. À commencer par la couleur. Vous l'avez dans d'autres couleurs? Ce ne sont pas les codes couleurs de l'été. Et c'est trop froid comme couleur. Et c'est vrai que ça ne plaît pas forcément aux consommateurs. Experte en jouets pour enfants, Lydie passe vite au test de résistance. Oula. La qualité ne vous convient pas? Pas terrible, hein. Et lorsqu'on déplie complètement la seringue, on s'aperçoit que c'est un peu flex et que ça ne va pas durer longtemps. Donc non. Lydie analyse en spécialiste et en bonne mère de famille aussi toutes les caractéristiques techniques, comme la longueur du pistolet. 46 cm. Elle mesure encore la pression. Compaction. Il est à air comprimé? Oui. Air pump. Jusqu'à la portée du tir. Quelle est la puissance du... Vous voulez parler de la portée du jet? Oui. C'est entre 8 à 10 mètres. Lydie a finalement toutes les cartes en main pour négocier.
J'ai besoin des prix. De chacun des produits sélectionnés? Oui. Car ce qu'elle veut, c'est acheter et au meilleur prix. Le prix est 2,33 €. Le prix est 2,42 €. Le prix est 1,18 €. Lydie est intéressée par ce pistolet. Mais le fabricant en demande plus de 2,20 €. C'est beaucoup trop pour elle. Vous êtes très au-dessus. Très au-dessus? Oui, très au-dessus. Lydie va tenter de le faire passer sous la barre des 2 €. Voilà ton prix. Et l'année dernière, je l'ai eu à moins de 1,76 €. À moins de 1,76 €? Mais cette fois-ci, Lydie est tombée sur un pro de la négo. Le fabricant ne se laisse pas intimider. Ils proposent tous des produits similaires, mais la qualité n'a rien à voir. Tu dois revoir tes prix à la baisse si tu veux qu'on fasse affaire. Merci. Au revoir. Merci. Ce pistolet est très demandé. Elle n'obtiendra aucun rabais. See you next time. Bye bye. Alors Lydie va devoir continuer sa prospection. Au salon, la responsable des achats a une deuxième mission. Pour se démarquer de ses concurrents, sa société veut créer son propre jeu. Des raquettes de plage que les vacanciers ne trouveront que dans son catalogue. Des raquettes avec dessus un motif estival. Waouh! Voilà le crabe. Oui. Voilà le dessin original sur lequel il mise. Lydie espère que ce crabe connaîtra le même succès que le flamant rose à Jean Lépin. On le trouve très sympa parce que le crabe dormeur avec un chapeau mexicain, ça matche bien. Maintenant, voilà, est-ce que ça répondra aux attentes des enfants? On n'en est pas sûr. Mais elle doit trouver le procédé le moins cher pour personnaliser les raquettes. Non. Le fabricant pense avoir trouvé la solution. Des autocollants. Voilà un modèle autocollant. Mais ce qui va surtout plaire à Lydie, c'est le prix. 60 centimes d'euros. 60 centimes d'euros pour l'autocollant et 88 centimes pour les raquettes. Un très bon tarif pour un jeu de plage. Mais Lydie a un doute. Merci. On se voit demain. Au revoir. Merci, à demain. Ces autocollants sont très tentants, mais elle craint qu'ils se décollent au contact de l'eau. Elle lance au final l'affaire chez un autre grossiste qui utilise la technique du pochoir, même s'il est 20% plus cher. 20 000 raquettes sont déjà en cours de fabrication pour l'été prochain. Reste à savoir si le crabe connaîtra le succès. Car l'été, en matière de jeu, il y a l'embarras du choix. Mais dans les zones de baignade, tout n'est pas autorisé, loin de là. Alors certains entrepreneurs n'hésitent pas à quitter le bord de mer pour s'installer près des lacs. La législation y est plus souple pour mettre en place un nouveau business de l'été. À 3/4 d'heure de route de Jean Lépin, voici le nouveau paradis des enfants et des adolescents. Des structures gonflables XXL, ils forment une aire de jeu géante sur l'eau. À 10 € l'heure, ce loisir très tendance fait fureur auprès des familles. Aux manettes de ce parc aquatique, deux hommes, Cyril et Cyril. Deux beaux-frères qui ont parié sur ce nouveau business de l'été. Alors comment parviennent-ils à attirer les vacanciers loin des plages et de la mer et à gagner de l'argent? Un mois plus tôt, ce lac était un petit coin paisible, inaccessible au public. Il s'agit d'une propriété privée. Les deux frères l'ont loué pour l'année, 33 000 €. Nous les retrouvons pour une journée cruciale, l'installation de leur structure. Et ce n'est pas si simple. C'est la branche, là. Ah, putain. Une branche s'est coincée dans le câble qu'il faut tendre au fond du lac. Ce sont ces câbles et ces chaînes qui maintiendront les modules en place. Et pour les installer, ils ont dû faire appel à des plongeurs professionnels. Là, aujourd'hui, c'est ce qui représente en termes de coût le montant le plus élevé des travaux. Là, ça représente entre une fourchette de 15 000 et 20 000 € suivant la durée des travaux. Donc pour nous, ça reste un investissement. Mais en même temps, on ne peut pas s'en passer. Ce travail-là, nous, on ne sait pas le faire. Il leur faudra finalement une journée pour installer 300 mètres de câbles. Et plusieurs autres encore pour gonfler les modules. En tout, 40 bouées. Elles leur ont coûté 80 000 €.
Pour rentabiliser tous leurs investissements, les deux entrepreneurs ont besoin de 200 clients par jour. C'est leur toute première saison sur ce lac. Alors pour attirer les vacanciers jusqu'à eux, ils vont devoir se faire connaître dans la région. Avec sa sœur Christelle, Cyril distribue des flyers. Il pose des panneaux et ils ont même prévu un spot publicitaire sur la radio locale. Nous les retrouvons quelques jours après l'ouverture et la publicité semble avoir fonctionné. Le parc vient d'ouvrir et le parking est déjà plein. Bonjour. Bonjour. Allez-y, allez-y, je vous laisse avancer vers la caisse. Ça va les garçons? Objectif du jour, dépasser les 200 entrées. Et c'est bien parti. Ça fait 68, s'il vous plaît. 10 € l'entrée pour les adultes, mais aussi pour les enfants. Et seulement pour 1 heure. Tiens, tu peux prendre la montre. Il faudra être de retour à 15h30 ici. Cette montre va permettre aux participants de ne pas dépasser le temps imparti. Une astuce pour s'assurer que personne ne triche. Après, s'ils ne respectent pas, on fait payer l'heure supplémentaire. T'as mis le chrono? Pas encore. Bah Je me dis quand c'est bon. Pour l'heure, il sera à 15h15. Je te laisse mettre le chrono, comme ça tu gères. Et c'est parti pour 1 heure de sensations fortes. Mais leur atout majeur pour faire entrer plus d'argent, c'est cette tour en bois. Une catapulte d'un genre nouveau, 5 € à chaque saut. Alors forcément, la note monte vite. Quand on a une grande famille, ça finit par être coûteux, mais voilà, quand c'est exceptionnel, qu'ils puissent en profiter. Et pour inciter les autres clients à essayer eux aussi, ils ont une technique bien rodée. En fait, souvent les sauts, on met des musiques un peu à la Superman, des fois c'est Fort Boyard. Ça permet déjà à ceux qui accompagnent une note un peu d'humour avec le saut. Au total, ce jour-là, les sauts et les entrées vont leur rapporter 3 500 €. C'est une super belle journée. On a fait un peu plus que ce qu'on attend. Super, merci. Je sais pas encore, mais à vue d'œil, je pense qu'on a dépassé les 300 là, donc c'est très bien. C'est vraiment très bien. Grâce à leur parc aquatique, Cyril et Christelle Voilà pour vous, merci à vous. se versent pendant toute l'année un salaire de 2 000 € par mois. Après la saison, il y a quand même 1 mois et demi où on est quand même pas mal fatigué. Donc on prend du temps pour nous, pour la famille, pour se reposer. Et puis après, tout le long de l'hiver, on a le temps de se lever le matin, de se coucher le soir. On prend le temps que les gens ont là maintenant en vacances. Les deux Cyril Pense à enlever ta chaîne, s'il te plaît. vont travailler 7 jours sur 7, 3 mois d'affilée, pour que les familles en vacances puissent profiter de leur été. Retour en bord de mer, où régulièrement de nouveaux jeux nautiques voient le jour. La dernière invention en la matière est française et elle est en train de conquérir le monde. Ça s'appelle le flyboard et c'est spectaculaire. Bonjour. Bonjour. Bonjour Michel. Bonjour Bastien. Alors c'est ça le fameux flyboard? Avec ça on vole dans les airs au-dessus de la mer? Tout à fait, exact. On a des sensations d'Ironman avec cette planche. Alors est-ce que ça fait partie des attractions qui se louent bien ça par rapport à d'autres types d'attractions que vous aviez? Tout à fait. On a une demande assez importante pour cette nouvelle activité, une dizaine de fois par jour. Une dizaine de fois? Oui. D'accord. Et donc combien ça coûte du coup une session? On propose des sessions à partir de 10 minutes pour 50 €. On a des sessions de 20 minutes et 30 minutes pour ceux qui sont un petit peu plus experts. Ok. Bon bah il me reste plus qu'à tester. Ça va encore. Voilà, le roi du monde. Voilà Bastien, là c'est bien là. Incroyable. Allez, on met un peu plus de hauteur. Là c'est clairement Ironman. Allez, vas-y, fais le dauphin, plonge vers l'avant. Allez, le dauphin. Yes. Super, le dauphin est avec nous. Allez, vite le dauphin.
C'était incroyable. On a vraiment l'impression de voler au-dessus de l'eau. On a une bonne sensation de vitesse. Franchement, c'est beaucoup de très bonnes sensations. Cette invention, c'est un Français qui l'a inventé. Il s'appelle Frankie Zapata. Et il est seulement à quelques kilomètres d'ici. Et aujourd'hui, il en a fait vraiment une grosse entreprise, un business assez florissant puisqu'il en vend non seulement sur toute la Côte d'Azur, mais il s'est aussi développé à l'international. Donc c'est assez spectaculaire, on va le voir. On y va ? On y va, c'est parti. Cet homme qui file sur l'eau a été sacré 2 fois champion du monde de jet ski. Frankie Zapata pilote cette machine depuis l'âge de 17 ans. Mais c'est surtout lui qui a inventé le flyboard. C'est l'invention qui a changé ma vie, complètement. Ça a été vraiment le départ de tout, le déclic qui a tout changé. Grâce à son invention, il a fait fortune. Il s'est notamment offert cette jolie maison. Le Rove, près de Marseille. C'est ici que Frankie a créé sa société, Zapata Racing, il y a 9 ans. T'as les brevets ? Avec 50 000 € en poche. Aujourd'hui, il réalise 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Dans sa société en France, 14 employés, mais aussi Christelle, sa femme, à ses côtés depuis le début de l'aventure. Nigo, faut que j'aille faire ça. C'est en étudiant son jet ski que Frankie a imaginé sa juteuse invention. Donc là, je vais expliquer comment ça se monte. Et là, vous pluguez donc le... Il suffit de brancher ce tuyau sur les turbines du jet ski. L'eau qui en sort sous pression arrive jusqu'à cette planche par ce tuyau. L'autre extrémité du tuyau va se connecter au flyboard. Puis après, vous êtes dessus sur la planche. Et puis, vous n'avez plus qu'à attendre que l'eau arrive. Et puis, le Ironman. Dans son atelier, Frankie a gardé le prototype de son invention. Pas le tout premier, quoi. C'est le premier prototype fonctionnel, on va dire. C'est plus juste. Un modèle rustique fabriqué avec les moyens du bord. Et puis bon, c'est pas très fiable, quoi. C'est une planche en bois contreplaqué avec un peu du carbone, une tête de chat de pompier et de la tôle en aluminium forgée à la main, quoi. Frankie rigole. Après 5 ans de développement, sa planche volante a bien changé. Tout en plastique, elle est plus légère. Tu prends une vieille voiture d'il y a 20 ans, tu peux aller au boulot avec. Mais si tu vas en Lamborghini, t'as un bel objet. Mais donc ça fait le même job. Mais ça, t'as un bel objet. T'as ta mini Lamborghini à la maison. Sa mini Lamborghini des mers, il a choisi de la produire en partie en France. Donc là, vous avez toutes les pièces. Ça, c'est les parties du dessus. Ces pièces détachées ont été fabriquées dans la vallée du Rhône. Les chaussures, elles, viennent de Chine. Mais tout est assemblé ici. Chaque année, 1500 flyboards sortent de cet atelier. Ça coûte combien, ça, à produire? Ah ça, je pourrais pas vous donner les chiffres, ça c'est top secret. Selon nos informations, un flyboard coûte 2 000 € à produire. En magasin, les détaillants le revendront à près de 6 000 €. Cette planche n'est donc pas à la portée de tout le monde. Surtout que pour s'en servir, il faut aussi acheter un puissant jet ski à 15 000 €. Son concept de propulsion, le Géo trouve tout, l'a aussi décliné sur d'autres machines comme cette planche. Et bientôt, une mini-moto. Quant au flyboard, Frankie a réussi à créer sa version volante, sans tuyau, sans jet ski, pas encore homologuée en France. Mais ses inventions ont un coût. Alors pour financer ses recherches, cet inventeur infatigable a besoin de faire des bénéfices et donc de vendre beaucoup de ses flyboards. Pour ça, il a eu une idée de génie, en faire un sport à part entière. À 2 heures de Marseille, Cavalère-sur-Mer, les fans de flyboard sont réunis ce week-end pour les championnats du monde de la discipline. Cette compétition, c'est l'idée de Frankie Zapata. Hello, how are you, my friend? Good to see you. Pendant 3 jours, 70 candidats vont s'affronter dans la baie. Le grand gagnant, c'est celui qui réalisera les meilleures figures entre ses bouées devant un jury. Pour Frankie, cette compétition, c'est son meilleur outil de promotion.
Il envoie lui aussi, putain. Quel est l'enjeu pour vous, le fait d'organiser des compétitions, etc. Et il fallait pas que ça soit le produit de l'été 2012 et 2013, mais il fallait que ça perdure dans le temps. Et la meilleure façon de perdurer dans le temps, c'est d'en créer un sport, d'avoir des gens non pas qui trouvent que le produit est sympa, mais qui tombent amoureux et qui deviennent passionnés du produit. Et quoi de mieux que d'avoir un sport avec, et que les jeunes puissent être capables de montrer les performances de la machine. Pour filmer ses performances, Francky a donc déployé les grands moyens. 3 caméras et même un réalisateur télé. L'événement est diffusé en direct sur les réseaux sociaux. Là, ça marche bien ce live, c'est bon? Ouais, ça marche bien. On a pas mal de commentaires. Quand on fait des vidéos qui buzzent bien, ça génère directement des ventes. À la fin du week-end, la vidéo de la compétition aura été regardée par 15 000 personnes. Pour ce championnat, Francky a déboursé 40 000 €. La mairie de Cavalère a aussi mis la main à la poche. 22 000 € pour les installations et l'hébergement de participants venus du monde entier. Toronto, Canada. Cyprus. Russia. USA. South Korea. Colombia. Parmi ses concurrents, les meilleurs reçoivent une aide financière directe. C'est le cas d'Océane Corbet, 21 ans, la seule Française en lice cette année. En fait, c'est en fonction de notre place au championnat du monde, ils nous aident, ils nous donnent du matériel, puisque ça coûte assez cher, chaque pièce coûte cher. Ils nous offrent tout ce qui est flyboard, c'est-à-dire une planche, un tuyau et le matériel pour voyer au jet ski. Ça se monte à combien? Ils nous donnent l'équivalent de 7 000 € de matériel. Au total, une trentaine de pratiquants est sponsorisée par l'entreprise de Francky. Comme Steve Palma, 36 ans, aujourd'hui c'est un simple spectateur. Mais l'année dernière, il a terminé sur le podium. Oui, les Steve. Il a donc reçu 6 000 € de récompense. Il a été choisi par Francky pour représenter sa marque. Steve, pour vous, l'aide de Francky, ça vous a apporté quoi? L'aide de Francky, elle est vitale. C'est le créateur du flyboard, c'est le Steve Jobs des engins volants, vous voyez ce que je veux dire? On sélectionne vraiment les participants qu'on soutient, non pas que par leurs résultats, mais aussi par l'image qu'ils véhiculent, puisque c'est l'image de la société et l'image du sport. Les gagnants comme Steve, Francky les transforme en ambassadeurs. Grâce à son invention, le Marseillais a donc créé des emplois. Ciao, à demain, ouais. Demain. Et d'autres entrepreneurs lui ont emboîté le pas pour lancer eux aussi leur business autour du flyboard. 2 jours plus tard, sur le port de Golfe-Juan, nous retrouvons Steve et ses coéquipiers. On va tout casser aujourd'hui dans la baie de Cannes. On va mettre un petit peu d'animation. Ce matin-là, le petit groupe va se produire en spectacle, au pied de cet énorme bateau de croisière. À bord du navire, un milliardaire indien a convié 1200 invités pour célébrer le mariage de son fils. Vous avez vu ça? Dur à croire, hein? Ah, c'est impressionnant. Franchement, c'est impressionnant. Pour ce spectacle, Steve et ses coéquipiers sont payés directement par Francky Zapata. C'est son entreprise qui a vendu ce show de flyboard. 6 800 € les 15 minutes. Quant à Steve, il touchera 1 000 € pour sa prestation. Ça s'est très bien passé le show. Je pense qu'ils ont été très, très contents parce qu'on voyait qu'ils dansaient, ils applaudissaient et tout. Donc je suis très content que c'est bien passé. Une belle opération financière. Une belle opération financière, tout va pour le mieux. Qu'on en ait encore beaucoup comme ça, c'est le début de saison. Donc, Mais Steve ne se contente pas d'être employé par Francky Zapata. Il a lui aussi créé son entreprise pour gagner de l'argent grâce à cette planche volante. Ce jour-là, il a rendez-vous dans la baie de Cannes avec Arnaud, le capitaine de ce yacht de luxe. Ça va Arnaud? Ça va bien? Ce bateau est loué tout l'été à de riches clients. 175 000 € la semaine, avec 10 membres d'équipage. À bord, 2 salons, 5 chambres et autant de salles de bain.
Pour se détendre, les clients fortunés peuvent aussi pratiquer les loisirs les plus branchés. Wakeboard, jet ski, mais aussi flyboard. Le capitaine en a acheté 2. Donc on a tout ce genre d'appareils dont je vous ai parlé, de jouets, ce qu'on appelle nous les jouets. Avec tous ces appareils, on a des clients qui louent des bateaux comme ceux-là. La plupart, ils font que ça. Ils font que du sport nautique. Après, on est arrivé dans un endroit, on sort tous les jouets, comme on les appelle, et ils passent leur temps à ça, oui. Mais son personnel de bord ne sait pas s'en servir. Steve, Christophe ? Oui. Vous pouvez descendre dans le garage pour la formation de flyboard ? On arrive. Alors pendant 2 heures, Steve va former les 2 matelots du bateau. Vous avez déjà fait du flyboard? Jamais. Non? Ouais, une fois. Une fois en initiation, c'était? Ouais. Un cours théorique avant la mise en pratique. Les débuts sont hésitants. En arrière! Mais au bout d'1 heure, les 2 élèves finissent par apprivoiser la planche. C'est bien! Super! Ça va être un bon moniteur, ça! Pour ces 2 heures de cours, le capitaine a payé 1 800 €. Les formations d'équipage, un créneau porteur pour Steve. Des formations comme celle-ci, vous en faites combien chaque mois? Pendant la saison, parce qu'en hiver, on n'en fait pas. Mais on va dire qu'on peut peut-être en faire une dizaine sur la saison. Donc de mai à septembre. Ça fait 2-3 par mois, quoi. Ciao! Pendant la saison estivale, les cours et les ventes de flyboard rapportent à Steve 50 000 €. Un chiffre d'affaires qu'il espère bien doubler cette année. Cette émission est maintenant terminée. Merci beaucoup de nous avoir suivis et merci aux équipes d'Upside de l'avoir réalisée avec nous. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle enquête inédite dans Capital. Très bonne soirée sur M6.